Imaginez un instant une guerre invisible, totalement silencieuse, qui se déroule là, en ce moment même, dans absolument chaque champ agricole, dans chaque serre et même juste sous la surface des feuilles de votre jardin. Pour vraiment comprendre ces conflits écologiques massifs, eh bien, il faut se mettre dans la peau des ingénieurs agronomes. Il faut littéralement se transformer en expert de la police scientifique de la nature. C'est exactement ça. Parce que chaque jour, sur le terrain, la survie d'écosystèmes entiers, et soyons clairs, la sécurité de nos propres cultures, tout ça dépend d'une seule et unique capacité: réussir à identifier des suspects microscopiques avec une précision clinique. Et laissez-moi vous dire que le groupe d'insectes le plus fascinant, le plus redoutable, mais aussi le plus complexe que l'on puisse croiser, ce sont les hémiptères. C'est un nom qui impose le respect, non? Sous leur carapace, en fait, se cachent des indices vitaux. Ce sont de véritables signatures morphologiques qu'il est absolument impératif de décoder si on veut savoir si l'on doit intervenir d'urgence ou au contraire laisser la nature faire son travail. Alors, pour mener à bien cette investigation, aujourd'hui, voici notre plan d'action. On va d'abord percer le mystère des hémiptères en général, avant de cartographier leur fameux bouclier dorsal. Ensuite, on s'attaquera à l'énigme de leur aile antérieure, ce qui nous mènera tout droit à notre indice secret, le cuneus. On apprendra aussi à lire la membrane et ses nervures pour enfin conclure sur une véritable enquête de terrain et ses enjeux cruciaux. Allez, c'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, le mystère des hémiptères. Le point de départ absolu de notre enquête, la clé de voûte de tout ça, se trouve en fait dans le nom même de ce groupe, hémiptère. Si on fait un peu d'étymologie, c'est très simple. Hémi, ça veut dire moitié, et ptère, ça signifie aile. Donc littéralement, on parle d'insectes à moitié ailés. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il leur manque un bout d'aile, c'est plutôt qu'ils possèdent des ailes d'une dualité structurelle tout simplement fascinante. C'est un truc de dingue quand on y pense, l'évolution a accompli ici un véritable miracle d'ingénierie mécanique. Prenez les coléoptères par exemple, leur carapace est une armure totalement rigide, super lourde, qui recouvre tout le dos. À l'inverse, prenez les mouches, leurs ailes sont entièrement fines, ultra fragiles. Eh bien l'hémiptère, lui, a trouvé le compromis évolutif absolu. Ses ailes antérieures, qu'on appelle très précisément des hémélytres, présentent une partie avant, extrêmement dure, cornée, qui agit comme un bouclier rigide, quasiment impénétrable. Mais la partie arrière de cette mamelle, elle, reste purement membraneuse. Elle est incroyablement souple et translucide. C'est vraiment la fusion parfaite entre une cuirasse de char d'assaut et un moteur de vol ultra léger. Ça leur offre à la fois une protection maximale contre des agressions et une agilité aérienne redoutable. Et le plus beau, c'est quand on les observe au repos. Leur superbe ton vert, riche en chlorophylle, dissimule à la perfection cette mécanique complexe. Quand on regarde de près, on découvre la précision chirurgicale avec laquelle ces fameuses ailes membraneuses postérieures, qui sont extrêmement fragiles mais absolument vitales pour le vol, sont soigneusement pliées. Elles sont rangées, presque cachées en sécurité sous les parties dures des ailes antérieures, qui, elles, se chevauchent de manière asymétrique sur le dos. C'est un système de protection rétractable d'une efficacité folle. Du coup, l'abdomen et tous les organes vitaux de l'insecte sont parfaitement scellés contre les chocs physiques, le climat ou les prédateurs. Et tout ça en gardant la capacité de déployer leurs ailes en une fraction de seconde pour s'échapper. L'armure est totale, mais la réactivité reste absolue. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, fondamentale pour l'identification, la cartographie du bouclier dorsal. Il faut bien comprendre que l'architecture dorsale, c'est vraiment la fondation de toute identification médico-légale sur le terrain. Quand un indromon tombe sur un spécimen, son œil analyse immédiatement deux structures massives. Elles sont formées d'une chitine extrêmement dense. Vous savez, c'est ce biopolymère ultra résistant qui constitue l'exosquelette de ces insectes. Alors quelles sont ces deux structures? D'abord, on a le pronotum. C'est la large plaque antérieure, lourde, proéminente, qui se situe juste derrière la capsule céphalique, bref, juste derrière la tête. Physiquement, si on devait imager la chose, on pourrait carrément comparer le pronotum aux épaulières d'un gladiateur. C'est une structure défensive, épaisse, spécialement conçue pour dévier les attaques frontales. Ensuite, dans le prolongement direct de ce pronotum, on trouve le scutellum. Et ça, c'est une plaque bien distincte en forme de grand triangle majestueux qui pointe vers l'arrière de l'abdomen. Ça ressemble à s'y méprendre à une écusson héraldique du Moyen-Âge. Ces deux pièces maîtresses, le pronotum et le scutellum, elles forment vraiment le châssis, l'épine dorsale de l'armure. C'est sous ce châssis blindé que tout le système complexe de vol et de reproduction va venir s'ancrer, bien à l'abri. Passons maintenant au niveau supérieur de notre autopsie visuelle avec la partie 3, l'énigme de l'aile antérieure. On a parlé du châssis, mais regardons maintenant cette fameuse hémélytre en détail. En fait, cette demi-aile se lit vraiment comme une carte au trésor, avec des zones morphologiques très spécifiques.
D'abord, sur le bord interne, c'est-à-dire la partie qui vient se coller directement contre le scutellum, on trouve ce qu'on appelle le clavus. C'est une section allongée, très rigide, dont le rôle est d'assurer la fermeture hermétique des ailes sur le dos de l'insecte. Ensuite, on a la vaste section principale, juste au centre. Elle prend le nom de corie. Le clavus et la corie ensemble, ils fusionnent pour former la base coriace de l'aile. C'est là que réside la véritable protection mécanique. Et puis, boum, tranchant brutalement avec le reste de la structure, tout à l'extrémité de l'aile, la membrane apparaît. Cette démarcation, elle est spectaculaire, elle est abrupte. Passer d'une corie dure comme du cuir à une membrane souple, c'est véritablement la signature absolue de l'ordre des hémiptères. C'est un trait morphologique unique dans tout le règne animal. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue physique. L'examen de cette aile révèle un contraste sensoriel et visuel absolument saisissant. D'un côté, vous avez cette fameuse base coriacée, donc le clavus et la corie, qui offre une texture mate rappelant profondément celle du cuir. Elle est forgée dans cette chitine protectrice hyper robuste qui absorbe la lumière, qui résiste à la perforation et qui garantit une dureté indispensable face aux prédateurs ou tout simplement face à l'abrasion des feuillages rugueux dans lesquels l'insecte évolue. Puis, la transition se fait, sans aucun avertissement, vers l'apex membraneux. Et là, la structure devient subitement diaphane, translucide, avec une flexibilité extrêmement délicate. Contrairement à la dasmate, cette membrane va capter la lumière, révélant même parfois de sublimes reflets irisés et nacrés. Avoir cette juxtaposition de deux matériaux biologiques aux propriétés physiques diamétralement opposées sur un seul et même organe, honnêtement, c'est un prodige d'adaptation qui ne cesse de nous émerveiller lors de nos diagnostics sur le terrain. Mais attention, on arrive à la partie la plus croustillante de notre enquête. Partie 4, le cuneus, notre indice secret. C'est ici qu'on aborde le détail microscopique qui, à lui tout seul, va dicter d'immenses décisions écologiques et économiques. On va zoomer au bout de la cornille, juste sur la ligne de fracture, juste avant que la membrane souple ne commence. Et là, surprise, il se cache parfois une minuscule incision triangulaire en forme de coin. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça le cuneus. Cette minuscule séparation anatomique qui fait souvent l'or d'une fraction de millimètre, c'est l'indice absolu, c'est le graal de l'identification. Pourquoi ? Parce que sa simple présence permet d'éliminer instantanément des dizaines d'autres familles d'insectes de notre liste de suspects. C'est un filtre taxonomique d'une puissance incroyable. Et quand on associe ce cuneus aux minuscules cellules fermées qu'on peut observer dans les nervures de la membrane juste à côté, eh bien le cuneus devient la boussole infaillible de l'agronome. C'est ce qui nous permet d'identifier avec une certitude absolue la nature de l'organisme, même dans les conditions météo ou de lumière les plus compliquées sur le terrain. Regardez ce spécimen dans son milieu naturel. Prenez la punaise à 4 rayures, qui est une représentante très typique de la redoutable famille des myridés. Elle arbore ce trait distinctif avec une clarté absolue. Sur la partie inférieure, exactement à la jonction avant l'aile noire translucide, on distingue très nettement ce petit triangle pointu, délimité par une fine ligne de fracture claire. Voilà notre fameux cuneus en action. Sur le terrain, repérer cette caractéristique morphologique si précise, ça équivaut littéralement à relever une empreinte digitale irréfutable sur une scène de crime. Ça confirme, sans l'ombre d'un doute, l'identité génétique de notre cible. C'est la preuve visuelle incontestable que l'on a affaire à une famille bien précise, qui a des comportements alimentaires spécifiques et qui va donc avoir un impact direct sur la culture qu'on est en train d'inspecter. Une fois le cuneus identifié, l'investigation se poursuit. Partie 5, lire la membrane grâce à ses nervures. Il faut s'imaginer l'ambiance. Sur le terrain, quand on se retrouve face à un insecte inconnu qui se promène sur une tige de blé sur un plant de tomates, la méthode d'identification devient une véritable course contre la montre. L'expertise d'un agronome, elle s'exprime par la vitesse fulgurante de son analyse mentale. Phase 1. En 1 seconde chrono, l'œil entraîné opère une confirmation visuelle du scutellum et du pronotum. Bam, on sait qu'on a affaire à un hémiptère, une punaise. Phase 2. À la barre des 5 secondes, c'est la recherche frénétique du cuneus. On fait un balayage microscopique du bord de l'aile pour orienter instantanément le diagnostic vers les familles majeures. Et enfin, phase 3. Si l'enquête exige une précision chirurgicale, on atteint les 10 secondes. Là, on isole visuellement la membrane translucide pour cartographier et compter minutieusement le réseau des nervures. C'est l'ultime niveau d'identification biométrique. Et ces nervures, elles ont des choses à nous dire. L'observation comparative révèle des sortes de codes-barres organiques totalement distinctes qui témoignent de chemins évolutifs très différents. D'un côté, prenez la membrane du Ligaidea, qu'on appelle souvent la punaise des graines. Elle possède un motif très épuré, presque minimaliste. Seulement 4 ou 5 nervures majeures, bien distinctes et largement espacées. De l'autre côté, regardez le spécimen de Coridae, comme la punaise des courges. L'architecture est radicalement différente. Sa membrane est striée d'un réseau incroyablement dense, avec plein de nervures pratiquement parallèles qui forment une grille hyper serrée. Et croyez-moi, ces différences de nervation ne sont pas de simples hasards esthétiques. Elles traduisent des adaptations mécaniques très subtiles liées à l'aérodynamisme du vol et à la rigidité dont l'insecte a besoin dans son habitat spécifique. Un seul regard sur cette topographie microscopique et l'expert peut statuer immédiatement.
Ce qui nous amène enfin au moment de vérité. Partie 6, l'enquête de terrain et ses enjeux. C'est la question à 1 million d'euros. Et croyez-moi, elle est chargée d'une tension écologique et économique palpable. Quand on arpente les vastes étendues d'une culture et qu'un minuscule hémiptère possédant un cunéos est repéré sur une feuille, la pression monte d'un coup. L'enjeu est juste colossal. Est-ce qu'il faut déclencher une intervention immédiate? Est-ce qu'il faut éradiquer la menace pour sauver une récolte qui représente des mois entiers de travail acharné, tout en prenant le risque inévitable de perturber l'équilibre si fragile de l'écosystème local? Ou alors, au contraire, faut-il ranger son équipement, laisser cet insecte tranquille et lui faire confiance parce qu'il agit secrètement comme un allié biologique redoutable? Eh bien, la réponse à cette question monumentale ne tient pas à de grandes théories abstraites, non. Elle tient uniquement à la lecture chirurgicale des infimes détails anatomiques qu'on vient de voir. Le verdict final de cette investigation, sur le terrain, il s'établit de manière binaire. C'est presque mathématique. Si votre observation révèle qu'une punaise pourvue d'un cuneus possède également 2 cellules complètement fermées dans sa membrane, le diagnostic tombe comme un coup près. C'est un myrideia, alerte rouge maximale. On a affaire à des ravageurs voraces dont la salive toxique détruit littéralement les tissus végétaux et entraîne des pertes de rendement catastrophiques. En revanche, et c'est là que la magie de l'agronomie opère, si ce fameux cuneus appartient à un insecte hyper vif qui mesure moins de 4 mm, sans la moindre cellule fermée et avec des nervures presque invisibles, l'identification bascule totalement vers la famille des Anthochoridea. Et là, c'est une victoire écologique retentissante. Ces prédateurs microscopiques sont d'une efficacité tellement redoutable qu'ils sont aujourd'hui massivement élevés dans des biofabriques. On les relâche volontairement dans les serres commerciales. Ce sont de véritables petits tigres miniatures qui traquent, piquent et dévorent sans aucune pitié les thrips, les pucerons et les acariens qui détruisent nos cultures. Vous comprenez l'enjeu? Savoir faire la distinction entre l'assassin de la plante et son protecteur ultime, c'est ça, maîtriser l'art subtil de la lutte biologique moderne. Pour conclure, gardons bien ça à l'esprit. La maîtrise rigoureuse de ces détails anatomiques, que ce soit l'épaisseur du scutellum ou la forme géométrique parfaite du cuneus, ce n'est en rien une simple curiosité scientifique. C'est le langage même de la résilience agricole et de l'équilibre de nos écosystèmes. La capacité à maintenir des rendements de manière durable, à nourrir les populations tout en préservant la biodiversité précieuse de nos sols, tout ça passe irrémédiablement par la compréhension de l'infiniment petit. Alors, la prochaine fois qu'un petit insecte se posera silencieusement sur une tige près de vous, une question fondamentale s'imposera naturellement. Est-ce qu'il cache, sous sa cuirasse microscopique, le potentiel ravageur de détruire une culture entière? Ou détient-il, au contraire, le secret absolu pour la sauver sans qu'on ait besoin de verser la moindre goutte de produit de synthèse? L'investigation continue. À très vite sur le terrain. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.